Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 36 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Caroline Duvezin-Cobé. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, vous êtes agrégée d'anglais et docteur en études anglophones. Vous êtes spécialiste des littératures de l'imaginaire contemporaine. Vous avez soutenu en 2017 une thèse qui est intitulée Dragons à vapeur vers une poétique de la fantaisie néo-victorienne contemporaine sous la direction de Christian Gottlieb à l'Université de Nice et vous êtes actuellement à terre à l'Université de Poitiers. Vous avez participé au premier colloque des Imaginales sur fantaisie et histoire en parlant du steampunk postcolonial et vous avez publié de nombreux articles sur la fantaisie contemporaine. Le dernier en date porte sur les notes de bas de page dans les annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc vous êtes aussi secrétaire adjointe du CERLI, c'est-à-dire Centre d'études de recherche sur les littératures de l'imaginaire. Vous animez son compte Twitter et vous avez fait d'autres travaux que nous mettrons en ligne sur le site de l'émission et ainsi que la bibliographie sur ce que vous allez nous présenter aujourd'hui. Alors peut-être que les auditeurs sont impatients d'entendre cela. Caroline, qu'est-ce que vous allez présenter comme série aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je parle d'une série qui n'a pas grand-chose à voir avec mon sujet de thèse tel qu'il était au départ. Donc, c'est une série qui s'appelle Critical Role, qui est une série américaine, sauf que c'est pas vraiment une série au sens où on comprend, toutes celles que vous avez eues dans le podcast jusqu'ici. Donc, en fait, c'est des campagnes de jeux de rôle sur table dans le système de Donjons et Dragons 5e édition, qui sont retransmis depuis 2015 en direct sur Twitch. Donc, tous les jeudis, donc il y a un groupe de joueurs qui se rassemblent pour jouer donc à 19h heure côte ouest, donc c'est 4h du matin en France, et qui jouent entre 3 et 5 heures en moyenne. Et du coup, depuis le temps, ça fait beaucoup d'épisodes. On a 115 épisodes pour la première campagne et 99, il y en aura un peu plus d'ici que l'épisode sorte, pour la deuxième. Et on est à quasiment 1000 heures de contenu total sur la chaîne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et du coup, c'est un groupe d'acteurs et de doubleurs assez connu dans le milieu des dessins animés et des jeux vidéo. Donc, notamment, on a Travis Willingham et Laura Bailey qui sont Roy Mustang et Lost dans Fullmetal Alchemist, la version anglaise. On a Ashley Johnson qui joue Ellie dans Last of Us 2, la deuxième partie vient de sortir. Et on a Matt Mercer qui est le MJ et qui fait la voix de McCree dans Overwatch. Donc, des voix un peu connues dans ce milieu-là. Et du coup, ils se rassemblent et ils jouent les aventures de deux groupes d'aventuriers dans le monde imaginé par le MJ. Donc, dans la première campagne, c'était Vox Machina et la deuxième campagne, c'est The Mighty Nine. Donc, c'est le nom des groupes. Avec donc différentes classes, la plupart tirées du manuel du joueur, donc druide, barbare, roublard, rôdeur, tout ça, et également, notamment plus dans la deuxième campagne, des classes créées par le MJ. Alors, ce qui est intéressant pour cette série, c'est justement son format assez inédit, où en fait, vous allez avoir uniquement 3 caméras fixes qui vous montrent le MJ et 2 tables avec les joueurs. Des caméras donc, qui ne bougent pas et juste pendant 4 heures, on regarde des gens jouer à Donjons et Dragons. Et pourtant, c'est extrêmement, c'est drôle, c'est touchant, c'est immersif de façon très étrange et c'est donc une série hybride au carrefour de différents domaines. Et c'est ça qui me plaît dedans.
Alors justement, Caroline, hein, on va faire, j'allais dire aujourd'hui, peut-être pour que les auditeurs assidus d'Histoire en série, un vrai pas de côté, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir autre chose, vous l'avez dit, de présenter ce qui est ici un phénomène sériel, mais un phénomène sériel autour de jeux. Alors, première idée, peut-être parce que tout le monde n'est pas dans le milieu des gamers et dans les milieux des jeux de plateau, est-ce que vous pourriez présenter ce que c'est, Caroline, ce phénomène culte, Donjons et Dragons, en explicitant en priorité peut-être déjà les origines de la série en 2015 par exemple. Oui, alors, donc la série est lancée en 2015 dans le cadre de Geek and Sundry, qui est une chaîne YouTube, tout un groupe qui a été créé en 2012 par Felicia Day. Donc ceux qui sont un peu dans le milieu du gaming la connaissent comme ayant créé la série The Guild, où donc elle était à la fois réalisatrice et actrice, et qui donc pareil joue sur l'idée d'un groupe d'aventuriers dans un monde type Donjons et Dragons. Et donc, en fait, au départ, Critical Role, c'était juste un jeu privé qui avait été lancé donc pour l'anniversaire d'un des joueurs, Liam O'Brien, donc en 2013. Et donc, Felicia Day a entendu parler de ce jeu privé et a eu cette idée. Et si on essayait de transmettre ça en direct sur Twitch pour que des gens regardent? Et au départ, de la part des joueurs comme du MJ, tout le monde se disait, mais enfin, personne voudra regarder ça. En quoi ce serait intéressant de voir des gens jouer à un jeu si on peut pas participer? Mais bon, elle a un peu persévéré et du coup, ils ont essayé. Du coup, en mars, le 12 mars 2015, le premier épisode est sorti, juste en reprenant leur campagne qui était en cours. Donc, les personnages sont présentés rapidement au début, mais c'est une action en cours. On fait référence à des PNJ que eux ils connaissent, mais nous non. C'est un peu le bazar au début. Et depuis, ça continue, en fait, ça s'est jamais arrêté. Donc après, il y a eu des changements au niveau du mode de distribution, à savoir que Geek and Sundry a lancé sa propre plateforme de streaming, donc Project Alpha en 2016, où du coup, Critical Role était aussi dessus en plus de Twitch. En novembre 2016, ils ont aussi créé autour de la série une petite talk show où du coup, il y a des questions des fans qui sont posées et certains des joueurs viennent pour y répondre, donc le mardi. Et plus récemment, donc, ils ont lancé leur propre chaîne YouTube et après, en janvier-février 2019, Critical Role a fait ses sessions de Geek and Sundry et s'est vraiment lancé comme sa propre compagnie et s'est mis aussi à produire plus de contenu original et un peu différent. Et après, ce qui les a un petit peu rendus plus célèbres en dehors de leur sphère, même s'ils sont extrêmement célèbres dans le milieu du gaming, c'est leur Kickstarter en mars-avril 2019, qui a explosé tous les records dans sa catégorie, donc qui a fini avec 11,3 millions de dollars pour financer l'adaptation d'une partie de la première campagne en dessin animé, qui va donc normalement être diffusé sur Amazon Prime. Et donc, ils ont aussi des adaptations en BD, différentes choses autour de tout ça. Ils ont aussi joué en direct devant des publics dans différents théâtres et à chaque fois fait salle comble. Les tickets, les billets partent en 5 minutes. Enfin, c'est assez incroyable comme phénomène. Pour vous donner une idée, un épisode sur YouTube, donc ils sont d'abord mis sur Twitch, ensuite mis sur YouTube pour l'archivage. On est à une moyenne de 1,5 million de vues. Et le premier épisode de la deuxième campagne, on était à 135 000 spectateurs en direct sur Twitch. Donc on a vraiment un phénomène, une fascination du public pour juste regarder 7 à 8 personnes jouer à Donjons et Dragons pendant 4 heures toutes les semaines. Et ils ont aussi eu pas mal de guest stars, donc Will Wheaton, que les gens connaissent de Star Trek, Patrick Rothfuss, l'auteur du Nom du Vent, Carrie Payton de Walking Dead, Deborah Ann Wall, Mika Burton. Donc, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à Donjons et Dragons dans le monde des acteurs d'Hollywood, la plupart ont été dans Critical Role. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fascine à tous les niveaux. Alors justement, Caroline, peut-être que tous les auditeurs ne sont pas des gamers. Est-ce que vous pourriez maintenant peut-être nous dire ce que c'est Donjons et Dragons, présenter le jeu?
Oui. Alors, je précise que moi, je ne connaissais absolument rien à Donjons et Dragons avant de commencer à regarder la série, donc c'est pas nécessaire de le savoir. Mais pour une vue d'ensemble très rapide. Donc, la première édition du jeu est créée en 1974 par Gary Gygax, comme tout le monde le sait. On a une deuxième édition, enfin, qui s'appelle Advanced Dungeons and Dragons, qui sort en 77. Après, dans les années 80, vous avez un petit peu la panique morale autour de Donjons et Dragons comme étant un jeu satanique, avec notamment la sortie du film Mazes and Monsters en 82, donc qui nous montre un personnage de joueur joué par Tom Hanks qui finit par se suicider parce qu'il devient fou à cause de ce jeu. On a aussi en 83 la sortie de la boîte rouge, qui est un des sets de base qui sont vendus, et beaucoup de gens qui jouent Donjons Dragons, surtout des joueurs un peu plus âgés, ont commencé avec la boîte rouge. Après, on a la deuxième édition à proprement parler, fin des années 80. Troisième édition en 2000, où on a aussi donc ce qu'ils appellent le système au dé de 20, donc qui est le dé qu'on utilise principalement pour jouer, qui est licencié sous un format libre, c'est-à-dire que n'importe qui peut adapter une partie du contenu créé par Donjons et Dragons. Pas tout, il y a des choses qui sont sous copyright, mais c'est-à-dire que c'est plus ouvert et du coup on peut créer des modules qui sont compatibles avec le système. Après, donc en 2003, on a l'édition 3,5, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la troisième édition, et donc ils ont essayé un peu de corriger tout ça. Et on a une quatrième édition qui sort en 2008, qui coïncide avec la mort de Gary Gygax, mais en fait, beaucoup de joueurs restent sur 3,5 parce que les éditions sont trop rapprochées et justement que ça avait corrigé pas mal de défauts. Et ensuite, donc plus récemment, la cinquième édition qui est sortie en 2014. Et donc en 2014, plus récemment, la cinquième édition sort et elle est le résultat de beaucoup plus de concertation avec des groupes qui ont testé différents contenus et donc pas nécessité, a priori, de la corriger aussitôt. Et notamment, c'est une édition qui simplifie beaucoup de choses. Au niveau de l'économie des actions dans le combat, on a juste une action bonus, un mouvement. On a un bonus de maîtrise fixe, notamment pour les armes, des choses comme ça. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et donc, on a pas mal de gens qui ont fait directement la transition de 3,5 à la 5e. Surtout que le contenu est toujours en évolution avec un site qui s'appelle, enfin, c'était des livres à l'origine, mais un site qui s'appelle Unearth Arcana où Wizards of the Coast, donc la compagnie qui possède Donjons et Dragons, va lancer des nouvelles sous-classes, des nouvelles variantes de règles et juste regarder comment ça marche, quels sont les retours des différents MJ. Donc, on a ce côté beaucoup plus collaboratif. Et du coup, Critical Role, on est moins de 6 mois après vraiment le lancement des livres dans la 5e édition. Donc, on est tout au début de ce phénomène là-dessus. Est-ce que j'explique un peu la mécanique de base du jeu ? Oui, je pense que ça serait intéressant ici, effectivement, que vous développiez pour les auditeurs comment ça fonctionne, la base du jeu, avant, après, de revenir sur la série elle-même. Effectivement, ça permettrait d'une mise en perspective intéressante. Donc, au niveau de la mécanique de base, à nouveau, c'est pas nécessaire de le savoir pour regarder la série, on comprend au fur et à mesure. Donc, le dé qu'on lance le plus, c'est le dé de 20, donc qui est dans un système libre de droit. Donc, on va lancer le dé donc, pour savoir notamment si on arrive à toucher quelqu'un avec une attaque, et on va rajouter un certain nombre de modificateurs donc, au numéro qu'on obtient. Et donc, les modificateurs sont de plus en plus élevés au fur et à mesure qu'on monte en niveau. Donc, plus on a d'expérience, plus on a de chances de toucher la personne. Et il se passe quelque chose de particulier si on a ce qu'on appelle une réussite critique. Donc, si le numéro qui apparaît sur le dé, c'est un 20. Ou si on a ce qu'on appelle en français un fumble critique, critical run, nat one en anglais. Donc, ça, c'est un échec critique si c'est un 1 sur le dé. Où il va y avoir des effets particulièrement drastiques, notamment quand un personnage est au bord de l'inconscience, il fait des jets de sauvetage de mort.
Si vous avez un fumble critique, vous êtes plus rapidement mort que si vous avez une réussite critique. Donc, c'est important pour ce genre de choses. Et les dés eux-mêmes ont une importance presque magique souvent pour les joueurs. Donc, vous avez les différents personnages ont des caractéristiques, donc l'intelligence, la force, la dextérité. Donc, les modificateurs sont aussi par rapport aux caractéristiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une intelligence de 6, son modificateur, c'est -2. Donc, s'il fait 8 sur un dé de 20, il obtient quand même 6. Vous avez des compétences, donc c'est des choses qui sont liées aux caractéristiques, mais on va rajouter d'autres bonus, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, l'intelligence en tant que caractéristique, c'est lié à l'investigation en tant que compétence. Donc, pour fouiller dans une pièce, on se base sur l'intelligence, mais il y a d'autres choses qui modifient capacité à le faire. Donc, vous avez différentes classes, que tous ceux qui ont joué à un jeu vidéo connaissent un peu le principe, mais vous avez donc des classes qui sont plutôt axées combat, des classes qui sont plutôt axées magie et des classes qui sont hybrides. Et il y en a beaucoup plus dans 5e édition que dans d'autres. Et au niveau du combat, donc vous lancez le dé de 20 pareil pour l'initiative, là on rajoute la dextérité, et un tour de combat, en fait, c'est très très rapide, ça dure 6 secondes, théoriquement. Donc c'est pour ça que vous avez seulement une action bonus et un mouvement que vous pouvez faire. Donc ça, c'est un peu les bases sur les choses qu'il faut comprendre. Après, il y a avantages, désavantages, mais tout ça, à nouveau, on comprend très bien en regardant la série, en fait. Oui, justement, Caroline, j'allais revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, du coup, d'après ce que vous nous dites, c'est qu'on est face à un type de série très particulier. Vous avez qualifié ça à juste titre, je pense, de genre hybride. Oui. Alors, parce que si on regarde un petit peu l'histoire de Donjons et Dragons, il y a pas mal de livres et de séries, de livres et de séries qui sont inspirés par Donjons et Dragons. Je suis sûre que les auditeurs ont entendu parler de Lance Dragon, la série de livres par Margaret Weiss et Laura et Tracy Hickman, qui au départ, c'est l'adaptation d'une partie de jeu de rôle avec je sais plus lequel, mais il y a un personnage qui meurt parce qu'il meurt aussi dans la partie de jeu de rôle. Donc, intégrer ce côté un petit peu aléatoire de parfois on ne contrôle pas ce qui arrive avec les dés et avec les personnages. On a aussi Chronique de la guerre de Lodos, l'animé de Ryo Mitsuno qui est inspiré de Donjons et Dragons. Et bien sûr, on a les Royaumes oubliés de R.A. Salvatore qui est donc vraiment une série de livres placés dans cet univers. Donc, on a assez tôt, en fait, une collaboration entre le format roman et le format vraiment de jeu de rôle. Mais justement, Critical Role, c'est pas ça. C'est pas une histoire qui est adaptée d'un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui est retransmis en direct. Et le récit qui existe, c'est le récit qu'on voit à l'écran. Même si maintenant, il y aura peut-être aussi des livres adaptés, mais ce sera un autre médium. Et du coup, ici, on a quand même un groupe d'acteurs et de doubleurs. Et ils disent souvent que jouer à Donjons et Dragons, à jouer à un jeu de rôle, c'est faire un exercice d'improvisation très, très long, en fait. Selon le principe de l'impro, où il ne faut jamais dire non, on dit toujours oui et on renchérit. Donc, c'est vraiment dans l'interaction avec les autres joueurs et avec le MJ qui est aussi un joueur, même s'il a un statut particulier. C'est l'improvisation, mais avec des maths en plus, qui vous aident à guider un peu où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va se passer. Et parfois, fait arriver des choses qui sont au niveau du récit encore plus intéressantes quand on échoue ou quand on réussit de façon incroyable. Donc, ce qui est fascinant, c'est quand vous regardez ça, c'est un peu comme du théâtre, mais pas tout à fait. Parce que c'est pas comme s'il y avait un scénario, une pièce déjà écrite. C'est quelque chose qui s'écrit en direct dans la collaboration entre le MJ et les joueurs et les dés. Et que du coup, les spectateurs de Critical Role ont le privilège d'observer. Donc, c'est du théâtre, mais il y a aussi plus le côté narratif roman dans le sens où on a pas mal de segments où c'est juste le MJ qui va faire la narration de ce qui se passe, notamment à la fin d'un combat pour la façon dont le méchant va être tué. En général, il demande aux joueurs comment est-ce que vous voulez le tuer et après il fait une narration qui mélange les deux. Et d'autres moments où il va par exemple raconter un élément de mythologie, d'histoire, que si un personnage fait un bon jet pour s'en souvenir, on va avoir vraiment ces moments purement narratifs. Donc, on va glisser entre différents modes
de réception et différents modes de lecture, en fait, et de visionnage. Le dernier point qui se rajoute au niveau du genre, c'est que c'est aussi quasiment un sport, un e-sport, où, alors certes, ce n'est pas deux équipes qui s'affrontent, mais en un sens, un jeu de rôle, c'est les joueurs, pas contre le MJ vraiment, mais les joueurs avec le MJ contre des méchants que le MJ va créer. Et du coup, on a ce phénomène aussi des spectateurs, des fans qui vont regarder ça comme on regarderait un match de foot, avec aussi les commentaires en direct sur les réseaux sociaux, des critiques très agaçantes sur « Ah, il s'est trompé, en fait, il y a telle règle, oh là là, mais c'est pas possible ». Et notamment, certains chercheurs parlent du MJ comme étant en fait plus un arbitre que vraiment un réalisateur d'une pièce de théâtre ou un metteur en scène. Alors, Caroline, vous avez évoqué tout à l'heure, à juste titre, les chiffres d'audience de Critical Role qui sont vraiment hyper importants, hein. Plusieurs milliers, dizaines, voire centaines de milliers de gamers qui regardent en direct, des millions de YouTube. On est véritablement ici, Caroline, dans un domaine j'allais dire, de fans, hein, qu'on les appelle d'ailleurs les critters, je crois. C'est ça. Alors, du coup, c'est un jeu de mots parce que Critical Role, on prend role, ça s'écrit R-O-L-E, donc le rôle, qui est un jeu de mots sur role, qui est R-O-2-L, donc c'est quand on fait un G simplement. Donc c'est Jet critique, le nom de la série, en jouant sur le fait que c'est des performeurs. Et donc les fans s'appellent critters, en partant sur crit. Et critter, ça veut aussi dire, c'est aussi une façon un peu plus orale de dire creature en anglais. Donc, on a cette idée que les fans sont eux-mêmes comme des petites créatures un peu obsédées par quelque chose de brillant et de joli qu'on retrouve beaucoup là-dedans. Et donc, donc ça commence petit en 2015, mais depuis, le fandom est devenu vraiment, vraiment, vraiment assez grand pour quelque chose qui est aussi étrange, aussi hybride. Il suffit de voir la réussite justement du Kickstarter où avec le Kickstarter, on passe le premier million en moins de 45 minutes. Et il y a quelque chose que les fans appellent eux-mêmes Critter Hug of Death, le câlin de la mort, qui est qu'à chaque fois que les joueurs et le MJ parlent d'une initiative, donc à chaque fois qu'ils lancent un nouveau produit, en général, les fans se jettent dessus au point de faire que les serveurs sont en général surchargés et n'arrivent pas à suivre. Donc, on a vraiment cette passion de consommation autour de ça. Mais pas seulement la consommation, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup de créations autour de la série. Du fan art absolument magnifique qui est diffusé chaque semaine, mis en ligne par les fans, au point que très tôt, Liam O'Brien, qui est donc un des joueurs, s'est mis à collecter toutes les choses qu'il trouvait sur Internet qui étaient en rapport avec les personnages. Et on a au début, au milieu et à la fin de chaque épisode une diffusion du coup d'une boucle de dessins et de peintures en rapport avec ça qui est diffusée pendant les pauses. On a aussi des cosplays absolument magnifiques réalisés par des fans qu'on peut trouver donc pareil sur leur site et partout sur Twitter. On a de la musique, notamment un groupe de fans particulièrement passionnés qui a créé une comédie musicale par rapport à la première campagne en faisant un mélange entre Critical Role et Hamilton, qui est une comédie musicale à succès que les joueurs adorent. Et on a aussi, donc ça c'est une forme de création qui est un peu différente, un travail d'archivage de la part d'un site qui existe depuis l'épisode 19 de la première campagne à peu près, Critical Stats. Donc, c'est un groupe de 2-3 personnes qui vont juste noter toutes les statistiques en rapport avec la série en direct. Donc, noter combien de points de points de dégâts ont été nécessaires pour tuer un monstre, noter tous les jets de dés de 20, noter les réussites critiques, les fumbles critiques, noter la longueur des moments où le MJ a sa tête entre les mains parce qu'il est exaspéré par les joueurs. Donc vraiment cette fascination pour les chiffres autour, où on est vraiment Critical Stats, c'est devenu vraiment une institution dans ce fandom.
Et c'est quasiment comme un commentateur sportif qui dirait « Ah oui, mais là, on se souvient qu'il y avait telle chose en telle année, il a été recruté par tel groupe. » Là, c'est pareil, il y a vraiment cette connaissance encyclopédique et une fascination de la part des fans du sens qu'il y a derrière ces chiffres, avec notamment savoir qui est-ce qui a le plus d'échecs ou de réussites critiques, qui a le plus de chances, quels épisodes sortent un peu de la norme. Donc, toute cette fascination autour des chiffres en tant que narration en soi. Alors justement, Caroline, vous l'avez dit, vous n'étiez pas spécialement fan de Donjons et Dragons, vous ne connaissiez pas. Et puis, comment vous avez été, vous, recruté par le culte? C'est ça, hein, recruté par le culte, et après on essaie de recruter les autres parce qu'on se sent un peu seul. J'essaye. Vous avez eu Florent Favard dans un des épisodes. Il a commencé à regarder la première campagne, mais ce serait vraiment bien qu'il continue pour qu'on puisse en discuter. Oui, je Parce pense qu'au qu'on niveau pourra. narratologie, Il y a plein de choses à voir. Je pense qu'on pourra faire quelque chose aussi autour de tout ça, peut-être, pourquoi pas, à plusieurs, j'allais dire, pour discuter de ce phénomène-là. C'est super intéressant parce que moi, justement, ce que je trouve bien, d'après ce que vous avoir un petit peu cette série-là, et puis à vous entendre parler, c'est vraiment tout ce qui est le côté monde évolutif, hein, c'est-à-dire, par exemple, l'idée pour le maître du jeu, hein, ce que vous appelez bien sûr le MJ, l'idée de créer un monde, par exemple. Ça, c'est, comme vous dites, au niveau narratologie, c'est très intéressant. absolument. Surtout quand on travaille sur les littératures de l'imaginaire qui sont vraiment, avec Tolkien, des choses où on crée un monde dans lequel évoluer. Alors, si on regarde, donc effectivement, le monde dans lequel évoluent les personnages de Critical Role, c'est un monde, ce qu'on appelle homebrew, donc qui est créé par le MJ. Il existe des mondes déjà existants, et notamment le système des mondes est en général assez classique. On a la plaine matérielle et les différentes plaines dans lesquelles on peut voyager. Mais du coup, le monde est créé lui-même. Alors, on a quand même pas mal de clichés de la fantasy à la Tolkien. Donc, le monde Donjons et Dragons qui est plus ou moins pseudo-médiéval. On a quand même des dirigeables qui fonctionnent de la magie dans le ciel, donc tout est relatif. Mais du coup, quand on est dans la création d'un monde en direct face à un public, que ce soit les joueurs ou les spectateurs derrière leurs écrans, pour le MJ, qui est donc un doubleur qui est spécialisé dans les voix, ça va être créer aussi un paysage sonore. Donc avec des choses un peu classiques, comme par exemple les nains en général, dans la fantasy, on va avoir un accent écossais, les elfes ont plutôt un accent britannique. Mais à partir de la deuxième campagne, on a beaucoup plus l'idée de créer des aires géographiques où on va être. La deuxième campagne se passe dans un univers qui est un peu plus Europe de l'Est. On va avoir des accents un petit peu plus en conséquence. On a un des joueurs qui fait un accent allemand parce qu'il a décidé que son personnage venait d'un petit village où il y avait eu un ancien empire qui était d'inspiration allemande. Donc, ils vont tous utiliser les accents auxquels ils ont recours pour créer vraiment cette idée qu'il y a cette espèce de complexité géographique, historique dans cet univers qui est créé quasiment en direct. Donc, on a des cartes aussi pour les différents continents qui ont été créés. Surtout maintenant, il existe des guides officiels pour la campagne, le contexte de la campagne 1 et le contexte de la campagne 2. Et après, pour ce qui est histoire et mythologie, donc histoire profonde, c'est en général le MJ qui a les clés et qui va donner des petits morceaux aux joueurs au fur et à mesure. Mais par contre, au niveau de l'histoire du monde dans lequel évoluent les personnages, et ben, cette histoire-là, elle est en train d'être écrite et elle peut être modifiée. Alors justement, hein, c'était ça aussi l'intérêt, c'était l'idée de cette histoire en train de s'écrire, l'idée de la fabrication en direct d'une série et qui est en plus faite de façon coopérative. Absolument. Donc, je vais prendre un exemple concret de la campagne 1. Alors, juste, je vais spoiler quelque chose, divulgacher, quelques éléments de la campagne 1 parce qu'il faut bien parler de quelque chose. Je vais quasiment pas parler de la campagne 2, sauf sur un élément historique qui est important, parce que justement, dans la campagne 2, on a beaucoup plus de personnages qui ont des secrets qui sont difficiles à prévoir. Alors que dans la première campagne, il y a des choses qui sont secrètes pour les autres joueurs
mais qui, d'un point de vue des spectateurs, sont assez évidentes. Donc, je me permets de spoiler des choses que je considère moins vraiment profondément surprenantes. Donc, l'exemple que je veux prendre, c'est le personnage de Percival, qui est le seul humain du groupe dans la première campagne, et qui joue une classe intéressante parce que c'est une classe qui n'existe pas dans Donjons et Dragons, c'est le pistolier. À savoir qu'avant de passer à Donjons et Dragons 5e édition pour le stream, il jouait en fait dans Pathfinder, qui est un autre système avec le dé de 20 où il y a beaucoup plus de classes différentes et beaucoup plus de classes un peu atypiques. Et donc, le joueur de Percy, donc, qui est Taliesin Jaffe, qui est lui-même un acteur et doubleur très connu, qui a sa propre légende dans ce milieu, il voulait jouer une classe qu'il n'avait jamais jouée. Donc, il choisit pistolier. Et ensuite, il passe à Donjons et Dragons 5e édition. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils adaptent avec le MJ la classe du pistolier. Et vu qu'on est dans cet univers pseudo-médiéval, les armes à feu, ça n'existe pas dans Donjons et Dragons 5e édition au départ. Et donc, ils vont créer cette histoire où Percival est le créateur des armes à feu dans cet univers. Et du coup, on voit maintenant les conséquences dans la deuxième campagne, la diffusion des armes à feu, les dangers qu'elles peuvent représenter. Et c'est lié par rapport à l'histoire de Percy en tant que personnage aussi à un récit de damnation, puisqu'il crée les armes à feu pour se venger les Lord et Lady Briarwood, qui sont donc des méchants dans la première campagne, qui, donc dans ce qui s'est passé même avant le début du jeu, juste l'histoire, la backstory de Percy, qui sont donc arrivés dans la ville où il fait partie d'une famille noble, et massacrent tout le monde. Et donc, il crée les armes à feu pour se venger. Et il les crée d'une façon très particulière, c'est qu'il va faire un pacte avec un démon, enfin très particulière. C'est un peu classique en fantasy. Il fait un pacte avec un démon, mais sans le savoir. Et c'est là où il y a un élément qui est peut-être pas très évident quand on regarde, c'est une mécanique de jeu qui s'appelle le méta-jeu. Le méta-jeu, c'est quand, en tant que joueur, vous agissez par rapport à des connaissances que vous avez, mais pas votre personnage. Donc, par exemple, en tant que joueur, Taliesin Jaffe a beaucoup d'expérience et sait très bien ce qu'est un pacte avec un démon, mais son personnage, Percy, est justement dans le déni complet de l'existence de ce démon. Et donc, dans la première campagne, ça prend un certain temps avant qu'il admette aux autres aventuriers qu'il a un problème. Donc, il y a toutes sortes de parallèles d'analyse à faire par rapport aussi à le fait d'avoir une addiction ou ce genre de choses. Et donc, c'est que petit à petit que les autres joueurs vont s'en rendre compte, parce que ça fait aussi entrer en ligne les caractéristiques. Par exemple, en général, pour savoir si quelqu'un va bien ou ne va pas bien, on fait un jet de perspicacité. Et il se trouve que Percy est assez fort pour cacher ce qu'il ressent. Et donc, les joueurs savaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais les personnages ne le savaient pas. Et donc, ce qui est intéressant dans la série, c'est voir justement les joueurs habiter pleinement leur personnage et ne pas tricher avec les connaissances qu'ils ont et laisser le récit se dérouler, même si eux, ils savent qu'il y a des actions plus optimales à prendre. Mais ce qui compte, c'est vraiment de faire vivre les personnages dans leur interaction avec le monde et comment ils peuvent le modifier. Alors justement, Caroline, vous venez de dire un truc très intéressant par rapport à l'histoire, notamment bien sûr à la fantasy, cette idée de qui peuple le monde, qui est inventé en direct, on va dire, par les joueurs dans Critical Role. Donc comment ça fonctionne? Comment est-ce que on a cette idée de aussi rapporter un certain nombre de, on va dire, de façons de vivre actuelles dans ce monde imaginaire? Alors, comme je disais, on est dans un univers pseudo-médiéval. Et pour toute une partie de fans de fantasy, ça veut dire que forcément, ça implique un certain nombre de visions par rapport au rôle de genre. Et Donjons et Dragons a une réputation comme étant un jeu sexiste qui, honnêtement, est mérité. Si vous lisez un petit peu des articles, si vous suivez un petit peu des joueuses de jeux de rôle, elles ont toutes des histoires d'avoir été assises autour d'une table et d'avoir dû faire, donc content warning, d'avoir dû faire des jets de sauvegarde contre le viol. Parce que c'est considéré comme étant un mécanisme de jeu
apparemment amusant pour certains joueurs. Donc, c'est vrai que si on regarde à quoi ressemblaient les tables de Donjons et Dragons dans les années 80, bon, forcément pas tout le monde, mais c'était pas notamment un environnement très accueillant et ça pouvait être un environnement très toxique pour tous ceux qui n'étaient pas des joueurs blancs, masculins, hétéros, cisgenres, etc. Alors, c'est quelque chose qui évolue. On a beaucoup plus de MJ, de maîtresses du jeu, maintenant dans différents streams qui sont plus populaires. Si on regarde aussi le manuel du joueur dans sa 5e édition, on a beaucoup plus de variété dans les illustrations, où du coup, entre les classes, on va avoir la parité entre les hommes et les femmes. On va aussi avoir des gens avec des couleurs de peau différentes, quelle que soit la race, et ça, on va en reparler, du personnage. Dans Critical Role particulièrement, donc forcément, on a des joueuses et des personnages féminins. On a aussi dans une campagne un personnage féminin qui est joué par un joueur, et il le fait très bien. Mais on a aussi, et c'est ça qui est très agréable à regarder, c'est que le MJ il a des centaines de personnages et tous ces personnages sont géniaux, mais il a aussi surtout des personnages féminins qui sont pas du tout dans les stéréotypes du genre. Donc, on va avoir dans la première campagne Kima, qui est une alpheline paladin qui se laisse vraiment pas embêter. Elle aime taper sur des trucs. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. On a Aldura, qui est une magicienne, qui est un peu une façon pour le MJ d'aider ses personnages. Donc, il est beaucoup attaché. Et Kima et Aldura sont un couple dans la première campagne. Enfin, ça se développe au fur et à mesure. Bon, spoiler, mais c'est fait de façon très organique. Et dans la deuxième campagne, notamment, on a la mère d'une des personnages de joueurs qui est une courtisane très respectée dans la ville où elle vit. Donc, on n'a pas du tout ce côté de jugement par rapport au sexe et par rapport au rôle de genre auquel on pourrait s'attendre dans un jeu qui était assez sexiste au départ. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport aux fans notamment et par rapport à la visibilité de Critical Role, c'est que c'est une série qui est relativement engagée dans la défense de certaines minorités, on va dire. Alors, avec le contexte actuel de ce mois de mai-juin 2020 aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter, mais aussi pour la défense des LGBT. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Caroline ? Absolument. Alors, avec ce qu'on a eu là en juin, on est en plein dedans. Donc, il y a eu d'ailleurs récemment, de la part d'un des fans de la série, son nom sur Twitter, c'est Critical Bard. Et il y a eu plusieurs tables rondes organisées aussi en partenariat avec Donjons et Dragons sur la discussion justement du racisme dans le milieu des jeux de rôle, avec beaucoup plus de MJ et de joueurs racisés. Donc, pour pouvoir vraiment parler de ces questions honnêtement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans la communauté. Donc, Critical Role, c'est une série qui est engagée depuis le début, donc où ils sont notamment en partenariat avec A26LA, qui est donc une association caritative qui s'occupe d'alphabétisation de jeunes, de leur donner accès à plus de moyens de se divertir, ce genre de choses. Ils ont fait des partenariats pour Red Nose Day, donc pour récolter des fonds pour les enfants. Et très rapidement, dans la création de la série, parce qu'ils n'arrêtaient pas de recevoir des cadeaux de fans, ils ont eu cette idée que chacun des joueurs a choisi une association caritative auquel ils souhaitaient que les gens fassent un don s'ils voulaient leur faire des cadeaux. Donc, on a vraiment pas mal de campagnes de levée de fonds où, du coup, en récompense, on va débloquer des séances de jeux supplémentaires, ce genre de choses. Donc, dès le départ, très engagé, et où on a aussi, de la part des joueurs et du MJ sur les réseaux sociaux, un engagement vocal pour ces différentes causes. Donc, où ils vont essayer justement d'amplifier des voix par rapport au Black Lives Matter, donner de l'argent. On a eu, après le massacre à Pulse dans le nightclub LGBT en 2016, ils sont tous apparus à l'écran en faisant le drapeau LGBT. Donc,
vraiment très engagés. On a aussi 2 des joueurs qui sont bisexuels. Et ils essayent vraiment d'avoir plus de variété aussi. Alors, tous les joueurs sont blancs, donc ça, c'est quelque chose dont ils ont vraiment conscience. Ils ont essayé d'avoir plus de variété au niveau des invités et aussi justement de mettre d'autres personnes en valeur. Et du côté du monde virtuel, on a aussi un certain nombre de personnages racisés, donc joués à la fois par les joueurs et par le MJ, et de personnages notamment LGBT racisés. Donc, un des plus populaires dans la première campagne, c'est Gilmore, qui est un magicien qui flirte avec le rôdeur du groupe, qui est très, très attachant, très, très compétent, qui est vraiment un personnage que les fans adorent. On a aussi Jamonta Ord, qui est alors spoiler, mais bon, c'est un dragon. Et un dragon qui est un individu non binaire. Donc les pronoms c'est they them tout dans la série, et donc une représentation très très positive d'un personnage qui est mystérieux et compétent et qui est présent comme une image de pouvoir dans cet univers. Donc on a vraiment un effort de la part des joueurs et du MJ de montrer un monde qui est divers et qui est ouvert aux autres. Alors justement, hein, Caroline, par rapport à ce que vous venez de dire là, c'est très intéressant ces questions que se posent les gamers dans Critical Role et puis qu'on peut se poser en regardant la série. C'est les questions de race, de racisme et le rapport à la monstruosité. Donc il y a quand même par rapport vous l'avez dit, entre le virtuel et le réel, un vrai questionnement de la part des gamers, je pense. Absolument. Et c'est quelque chose qui est, là quand on enregistre, on a eu tout juste une communication de la part de Wizards of the Coast qui disent qu'ils vont enlever les races mauvaises du manuel du joueur. Alors en fait, si on regarde, on a un certain nombre de races qui sont notamment les orques, les gobelins et les drow, qui sont créés dès le départ avec certains stéréotypes racistes intégrés dans leur création. Donc, les orques, on sait qu'ils viennent de Tolkien. Et d'ailleurs, il y a un très bon article de William Bland dans Fantasy Histoire qui parle de l'histoire des orques. Donc, ce sera dans la bibliographie. Ils sont créés au départ. Tolkien les décrit comme ayant des traits mongoloïdes. Donc, on a certains stéréotypes racistes qui sont associés aux barbares, aux Huns. Donc, c'est des agresseurs qui viennent s'attaquer à la civilisation. Et ça, c'est intégré dans les orques en tant que monstres, parce qu'au départ, ce sont simplement des monstres à combattre dans les différentes éditions. On a maintenant, je pense que c'est venu avant la 5e, mais j'en suis pas sûre. On peut jouer un demi-orc. Mais si vous jouez un demi-orc, on vous dit qu'ils sont pour la plupart agressifs, qu'ils vivent dans des tribus, que si vous jouez un demi-orc qui est bon, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Donc, on a vraiment cette idée que c'est une race qui est damnée ce serait vraiment que par un grand effort qui pourrait être des individus normaux. Et il y a un système dans Donjons & Dragons qui est l'alignement moral. Or, les humains, par exemple, n'ont pas d'alignement type. On vous dit en tant que joueur, si vous jouez un humain, vous pouvez être n'importe quoi. Vous pouvez être loyal bon, vous pouvez être chaotique mauvais. Alors qu'on vous dit que pour les orques, typiquement, c'est plutôt du chaos et plutôt du côté mauvais. Donc, on a les orques qui sont un problème en eux-mêmes. On a les gobelins qui apparaissent d'abord en tant que possibilité d'être joués dans le guide des monstres de Volo qui est sorti en 2016, où c'est donc une option pour jouer où on peut jouer un aventurier monstrueux, où on vous dit voilà, ça peut être intéressant de jouer une personne qui est un petit peu mise au banc de la société, des choses comme ça. Les gobelins, on a un certain nombre de caricatures antisémites qui sont liées à la façon dont ils sont dessinés, dont ils sont perçus. Et donc, on a ça aussi qui existe dans l'héritage. Et les drow, qui sont peut-être l'exemple le plus connu, donc les elfes noirs, il y a vraiment beaucoup de stéréotypes racistes dans leur création, y compris dans la structure matriarcale de leur société, donc de la part de Gygax. C'est vraiment pas progressif du tout. Et pareil, si vous voulez jouer un drow, donc c'est une sous-race des elfes,
On vous dit, je vais le retrouver. Donc, on vous dit dans le manuel du joueur, page 21, les ténèbres des Drow, si elles ne comptaient une exception renommée, tout le monde mépriserait la race des Drow. Et l'exemple qui est donné, c'est un personnage créé par R.A. Salvatore, qui est donc Drizzt Do'Urden. Donc, on a toute cette tradition plus ou moins raciste dans la création des races, où on va avoir des parallèles qui sont faits avec des minorités et qui sont écrites dans le système de jeu. Alors, ça ne veut pas dire que les joueurs sont obligés de les reprendre, mais quand on vous donne un système par défaut, on peut imaginer qu'il y a pas mal de tables, justement, où c'est ça qui va être repris tel quel. Et du coup, c'est intéressant par rapport à Critical Role, parce que vous avez, donc, dans la deuxième campagne, un personnage de demi-orc, un personnage de gobelin, enfin, une gobeline, qui sont tous les deux donc des personnages joués, qui sont tous les deux plus ou moins en conflit avec la façon dont on voit leur race dans le monde. Donc pour le demi-orc, Ford, ça va être le MJ qui lui fait rencontrer différents orcs et demi-orcs qui ne sont pas des monstres, qui sont juste des individus normaux et compétents et gentils, donc où il apprend plus ou moins à accepter son héritage. Et pour Nott, qui est la gobeline, c'est plus compliqué et je peux pas spoiler, mais elle est vraiment, elle déteste sa propre race en fait, pour des raisons très spécifiques. Mais pareil, de la part du MJ, ça va être lui faire rencontrer des gobelins qui sont pas seulement des antagonistes, mais aussi des alliés, des personnes respectables, des personnes très sages. Et par rapport aux Drow, donc aucun des joueurs ne joue un elfe noir. Par contre, le contexte de la deuxième campagne, c'est une guerre entre l'endroit où commencent les héros, donc qui est donc l'Empire dwendalien, et la dynastie. Et la dynastie, donc, c'est quelque chose qui est dans le pays de Jorhas, dans leur géographie imaginaire, qui a été fondée par les Drow. Et du coup, les Drow, dans la mythologie de Donjons et Dragons, c'est un peuple qui est maudit parce qu'ils suivent une déesse mauvaise, Lolth, la déesse des araignées. Et donc, c'est à cause de ça que la lumière du soleil leur fait mal, qu'ils sont violents et cruels et tout ce genre de choses. Et donc, c'est possible d'ignorer tout ça. Il y a aussi différentes variantes selon les différents univers, Eberron, Greyhawk, les Royaumes oubliés. Mais ce que fait du coup le MJ dans cette campagne, c'est qu'il va reprendre cet héritage, mais il va leur donner la possibilité de changer. Que dans son monde à lui, les Drow qui ont fondé la dynastie à Jorhas se sont détournés de leur déesse araignée, et au contraire vont vénérer un autre dieu, donc qui a une identité un petit peu mystérieuse, donc je ne veux pas spoiler. Et justement, ils sont dans le rejet complet de cet héritage. Et une des choses qu'on découvre dans la deuxième campagne avec les joueurs, c'est que l'Empire dwendalien, c'est pas obligatoirement les gentils, peut-être même le contraire. Et il y a les questions de avec qui est-ce que les joueurs veulent s'allier. Donc, c'est pas comme si c'était vraiment les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. On a un univers qui est beaucoup plus nuancé, de nuances de gris. Et il y a vraiment la possibilité de choisir son propre destin. Ce qui semble pas du tout la moindre des choses quand on veut être un aventurier. Donc Caroline, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans Critical Role, c'est le côté bien sûr qui est dû au côté fantasy, c'est le côté épique avec on va dire des phénomènes que l'on retrouve dans toute la littérature et dans toutes les séries de fantasy, avec en premier peut-être les notions de mort et de sacrifice. Absolument. Donc, au niveau des mécanismes de jeu pour Donjons et Dragons, donc il y a les jets de sauvegarde par rapport à la mort, il y a plein de cas particuliers. Mais en gros, vous avez différents sorts qui permettent de ramener quelqu'un à la vie. Donc, ça commence avec un sort de troisième niveau, donc on a accès pour les clercs au niveau 5. Et le sort le plus élevé, donc c'est Résurrection suprême, où même si le corps est détruit, même s'il s'est passé 200 ans, c'est pas un problème, on peut ramener n'importe qui. Une des décisions qui a été prise par le MJ avant même le début du stream, c'est d'avoir un système un peu plus compliqué pour ramener les gens à la vie. Donc lui, pour les ramener à la vie, il fait faire au groupe en fait des tests de compétences de groupe où ils vont tous essayer de devoir faire un jet pour essayer de convaincre la personne de revenir de l'au-delà.
Et à regarder, c'est vraiment des épisodes tellement plein d'émotions. Enfin, vraiment, j'ai pleuré littéralement à chaque fois. Alors que quand j'ai regardé la première campagne, c'était déjà passé, donc je savais plus ou moins qui est-ce qui survivait et qui est-ce qui survivait pas. Mais on a vraiment cette idée que c'est possible. Et à la fin, c'est donc on peut on rajoute des modificateurs en fait, mais à la fin, le MJ fait un jet de dés et s'il fait un jet de dés qui est vraiment mauvais, bah la personne reste morte. Donc on a cette idée vraiment que les actions ont vraiment une importance et que les choix comptent. Et donc ça c'est un spoiler, mais c'est important mine de rien. Donc dans la première campagne, on a des jumeaux, Vax et Vex, qui sont donc le roublard et la rôdeuse. Et on a autour de l'épisode à l'épisode 44, Vex qui va mourir par accident, de façon très très bête. Et donc ils vont faire ce rituel et donc son jumeau qui va alors il fait un jet de dés, mais c'est pas vraiment ça qui est important. Il va directement s'adresser à la reine Corbeau, qui est une des divinités de la mort, et lui dire prends-moi à la place. Et du coup, toute une partie de la première campagne, c'est le MJ qui va explorer avec ce joueur les conséquences de son choix. Et c'est une des choses que je trouve assez fascinante, justement, dans l'exploration de la mortalité et de l'héroïsme, c'est qu'en fin de compte, le MJ, c'est un dieu dans le système de Donjons et Dragons. C'est un arbitre, mais c'est aussi un dieu. Et la façon dont le système de jeu permet justement de faire des pactes avec Dieu et de faire les sacrifices qui en valent la peine. Donc, il y a des choses sur la fin de la campagne que je ne veux pas spoiler, mais il y a vraiment à chaque fois la question des actions et des conséquences. Donc, on peut vraiment agir sur le monde et essayer d'être un héros autant qu'on peut. Dans la deuxième campagne, on a beaucoup plus justement des nuances de gris et des personnages qui ne sont pas vraiment des héros. C'est ça qui est intéressant aussi, à explorer. Mais en fin de compte, le côté épique de la série, c'est vraiment ce qui fait qu'on a l'impression de vivre une aventure extraordinaire. C'est les grandes choses, mais c'est aussi les petites choses. Donc, c'est avec les petits sacrifices, les petits cadeaux que les joueurs se font entre eux quand ils célèbrent l'équivalent de Noël et des choses comme ça. Et en fin de compte, donc c'est une histoire d'aventure, mais c'est surtout une histoire d'amour et de communauté. Donc, c'est vraiment tous les liens qu'il y a entre les joueurs qui sont des amis très proches. Il y en a plusieurs qui sont mariés entre eux aussi, mais ça se voit pas vraiment à l'écran parce qu'ils jouent leur personnage et ils le vivent. Et du coup, on a aussi toute ce récit d'attachement, de communauté, d'affection qui s'est créé autour du groupe de joueurs dans la communauté. Donc, si la série est épique, c'est avant tout parce qu'elle nous touche profondément et pas seulement parce qu'on va se battre contre des dragons et des dieux. Alors justement, Caroline, hein, vous avez bien fait la différenciation entre les deux campagnes tout au long de l'émission. J'allais vous dire maintenant, quand on regarde Critical Role, par quoi il faut commencer? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, peut-être, parler de votre expérience aussi en tant que spectatrice qui était au départ totalement, qui n'y connaissait rien et puis qui a appris à aimer le jeu et la série. Alors comment on pourrait faire pour peut-être guider nos auditeurs à découvrir ce monde particulier du gaming? Alors, il y en a pour tous les goûts. Je ne conseille pas de commencer par la première campagne parce que c'est vraiment très perturbant au début. Vous avez les personnages qui sont au niveau 9, c'est le début aussi au niveau du stream, ils parlent les uns sur les autres, on ne sait pas qui est qui, c'est très perturbant. Commencez par la deuxième campagne, je conseille. On peut écouter en podcast. Je conseille de regarder au moins le premier épisode, comme ça vous voyez qui est qui et vous arrivez à distinguer les voix des joueurs des voix des personnages, parce que sinon c'est vraiment très perturbant. L'avantage de la campagne 2, c'est que ils commencent au niveau 2, ils commencent sur un nouveau continent, ils jouent tous des classes qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, et donc on va avoir beaucoup des reprises de règles, des réexplications, et les personnages se connaissent très très peu entre eux. Donc on a tout un tas de secrets qu'on va découvrir avec eux, et on sent beaucoup plus, on a vraiment l'impression de découvrir le mystère avec eux. Donc, vous pouvez dès à présent commencer la deuxième campagne. Tout est sur YouTube. Vous avez 99 épisodes. Il y en aura plus d'ici que l'épisode sorte. Puisque donc la série s'est arrêtée avec la pandémie du coronavirus, mais devrait avoir repris le 2 juillet. Donc là, on fait des prédictions dans le futur. Après, si vous voulez commencer plus petit, juste avec la communauté, voir si vous aimez bien les joueurs, si vous aimez bien le type d'humour qu'il y a, vous avez toute une série de one-shots qui ont été faits, donc des jeux où c'est juste une séance ou plusieurs séances qui ont été faits avec les mêmes joueurs, parfois en changeant de MJ, parfois pas. Notamment Honey Heist, que certains connaissent peut-être, c'est un jeu de rôle très très simple. Les règles tiennent sur une page où en fait vous jouez des ours.
qui vont monter un casse pour voler du miel. C'est très très drôle. Et donc eux, ils en ont fait trois épisodes carrément avec différents groupes d'ours. Donc c'est très simple. Vous avez aussi une version Club of Misfits, où c'est un mélange entre Harry Potter et Breakfast Club. Vous avez Call of Cthulhu pour ceux qui aiment Lovecraft. Vous avez Monster Hearts, qui est un autre système qui n'est pas avec le système du dé de 20, c'est un système plus simple avec un dé de 6. Vous avez Undeadwood, donc il y en a vraiment pour tout. Ce que je conseille de faire attention, c'est au niveau des spoilers, parce que j'ai parlé de Critical Stats et de ce qu'ils font au niveau du travail archivage qui est assez incroyable. Je ne vous conseille pas de les suivre sur Twitter parce qu'ils font du live tweet, donc ça va vous spoiler des choses. Et les pages Wikipédia des personnages sont aussi pleines de spoilers parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, le mieux, c'est de regarder en juste des épisodes jusqu'à un certain stade et après de regarder des choses sur Internet. C'est comme ça que j'avais commencé. Moi, au fur et à mesure, on comprend très bien. Vous avez les sous-titres qui sont traduits par des fans, des communautés. Donc, dans pas mal de langues, on a français, allemand, on a chinois. Je ne sais pas la liste complète, mais si vous avez du mal à suivre ce qui se dit au niveau de l'anglais, vous avez les sous-titres, il n'y a pas de problème. D'ici que vous rattrapez les 99 épisodes, ça devrait aller. Et après, je peux aussi conseiller peut-être d'autres séries, s'il y en a qui veulent essayer d'autres séries comparables ou continuer après. Oui, bien sûr, c'est justement le but. C'est vrai, l'idée de s'ouvrir à ce monde-là. Tout à fait. Alors, vous avez un prédécesseur un peu plus ancien, donc c'est le stream Acquisitions Incorporated, qui existe depuis 2008, qui est pareil sur YouTube, qui a des récits un peu moins continus au niveau des campagnes, mais il y a différents exemples. Vous avez un podcast, il y a beaucoup de podcasts qui existent maintenant dans ce même format, notamment The Adventure Zone, qui a commencé en 2014, donc pareil au tout début de la 5e édition, qui est très connue, qui est maintenant dans sa 3e campagne, et ils ont une de leurs campagnes qui est pas un système avec du dé de 20 et qui est vachement bien aussi. Vous avez Rise of the Demigods, donc qui a la particularité d'avoir une équipe entièrement LGBT, à la fois le MJ et les joueurs, qui est vachement bien, donc pareil sur Twitch et sur YouTube. Rivals of Waterfall, où c'est MJ et joueurs uniquement racisés, qui du coup explorent différentes mécaniques et apportent plus de variété dans cet univers. Vous avez Sirens of the Realm, où c'est uniquement des joueuses et qui jouent toutes des bardes, qui sont des sirènes qui doivent chanter, elles font partie d'un groupe. Menée par Satin Phoenix, qui est une des MJ maîtresses du jeu, qui est un peu le vent en poupe. Et alors ça, c'est plus compliqué au niveau de l'accès, mais c'est un peu différent aussi. Vous avez l'équipe de Dimension 20, qui est liée à College Humor. Donc, ils ont leur propre plateforme de streaming auquel il faut payer pour accéder, mais vous avez un certain nombre de leurs séries qui sont sur YouTube. Où ils censurent les gros mots, mais on a accès au contenu. Donc, ils ont Fantasy High, qui est donc des adolescents qui vont dans un lycée d'aventuriers, qui est très, très drôle. Vous avez Unsleeping City, qui se passe à New York, qui est leur meilleur, je pense. Et vous avez plus récemment une parodie de Game of Thrones qui s'appelle A Crown of Candy, où donc tous les personnages, c'est un univers de Game of Thrones, on a des vrais morts, on a des combats vraiment à s'arracher les cheveux, mais tous les personnages sont des sucreries. Donc c'est un mélange assez particulier. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des jeux de rôle et de différents modes, donc en podcast, en visuel, et bien sûr aussi tous les romans inspirés des jeux de rôle pour ceux qui veulent aller plutôt sur un format écrit. Bien, Caroline Duvezin, merci pour nous avoir fait découvrir dans cet épisode 36 d'Histoire en série tout l'univers du gaming lié aux séries, donc à travers la série Critical Role. Alors, vous avez employé beaucoup de vocabulaire, vous avez employé énormément de notions et de noms. On retrouvera tout ça pour ceux qui voudraient un petit peu essayer de se dépatouiller en essayant d'aller plus loin à travers la bibliographie très complète que vous avez fournie, qui sera sur notre site internet et sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Caroline, merci de nous avoir fait découvrir cet univers et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.